Action, analyse, parole citoyenne, c'est ça, Écho du Palais Toumaï. Bienvenue au 16e épisode où nous vous amenons au plus près des décisions. Ce numéro 16 d'Écho du Palais Toumaï s'ouvre avec un agenda présidentiel rempli. Séjour à Bangui dans le cadre du sommet de la CEMAC et double audience ici en N'Djamena. Voilà l'essentiel, condensé et illustré dans Actu en bref, et c'est avec Angal Toglok. Bangui n'a pas seulement accueilli un sommet. Elle a vibré sous les pas d'un hôte dont chaque geste, chaque mot portait le poids de l'histoire et l'écho d'un Tchad qui veut redevenir centre de gravité régional. CEMAC, diaspora, souveraineté monétaire, sécurité, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, n'a pas seulement honoré une invitation. Il a posé des jalons. D'abord, mardi 9 septembre 2025, le président de la République s'est envolé pour Bangui à l'invitation de son homologue, professeur Faustin Archange Touadéra. Accueil triomphal, décor présidentiel, atmosphère fraternelle, les rues de Bangui ont résonné au chant d'une alliance retrouvée. Quelques heures après son arrivée, le chef de l'État a eu une rencontre avec la diaspora tchadienne en RCA. Une salle comble, des doléances, de l'émotion, 15 ans d'attente balayés en une soirée. Le chef de l'État rassure, l'ANAT sera déployée pour délivrer pièces d'identité et passeports sur place. Plus besoin de missions ponctuelles, coûteuses. Autre message fort, il n'y a pas d'endroit plus sûr que le chez-soi. Le Tchad vous attend, a exhorté le président de la République. Mercredi 10 septembre 2025, lors de la 16e conférence des chefs d'État de la CEMAC, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a mis sur la table deux sujets brûlants, la souveraineté monétaire et la création d'une force régionale de réaction rapide, pilier de toute intégration. En toile de fond, réserve de change en baisse, dette écrasante et instabilité économique. La voix du Tchad s'est voulue prudente mais ferme. Un plaidoyer pour une Afrique centrale qui s'assume, se protège, se projette. La visite se clôt sur un moment fort, une halte sur l'avenue maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Communion populaire, liesse, chant, youyou, le lien entre le peuple et son leader s'est fait cher. Séquence forte en émotion, mais surtout en mémoire. La foule surexcitée et débordante de joie oblige le cortège à écouter la visite. Mais la semaine ne s'arrête pas à Bangui. De retour en N'Djamena, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, poursuit sa cadence diplomatique. Ce vendredi 12 septembre 2025, deux audiences de haut niveau se succèdent au palais Toumaï. D'abord, celle accordée au secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, professeur Mayat Ndiaye, venu lui présenter les conclusions de la 59e session du Conseil des ministres de l'OHADA tenue à N'Djamena. Une session cruciale pour les 17 États membres rassemblés autour de l'ambition d'un espace juridique sécurisé et attractif pour l'investissement. Le président de la République, en sa qualité de président en exercice de l'OHADA, a salué la dynamique collective. Le secrétaire permanent, pour sa part, a exprimé sa reconnaissance pour l'engagement constant du chef de l'État qu'il a qualifié de pilier essentiel de l'institution communautaire. Ensuite, le chef de l'État a reçu le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, William Flanks. À l'ordre du jour, le renforcement du dialogue diplomatique et la densification de la coopération bilatérale. Le chef de l'État lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. Après les faits saillants de l'agenda présidentiel, arrêtons-nous pour comprendre, décrypter et analyser la 16e conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Pour en parler, nous recevons une voix experte. Il s'agit du commissaire au marché commun de la CEMAC, Mbogo Ngabo Seli. Il nous aide à comprendre l'esprit et la portée de ce sommet historique, et c'est dans la rubrique Regard d'expert.
La particularité, la première qu'il faut noter, c'est que ça se tient à Bangui. C'est tout un symbole, vous savez, parce qu'à la suite des événements malheureux que la République centrafricaine a connus et qui ont occasionné notamment le départ et la réinstallation provisoire de la commission de la CEMAC et des autres institutions communautaires qui étaient installées ici dans d'autres pays, c'est tout un symbole. Parce que également, il n'y a pas eu depuis plus d'une dizaine d'années de sommets qui se sont tenus en République centrafricaine. À mon avis, le sommet s'est tenu vraiment dans un état de grande sérénité où nous avons pu constater une très grande complicité entre les chefs d'État, mais une très très grande entente cordiale aussi qui leur a permis pendant plusieurs heures de huis clos d'aborder les différents sujets qui leur ont été présentés et de pouvoir prendre les décisions qui incombent. Je dirais qu'il y en a eu plusieurs qui se réfèrent notamment aux différents rapports qui ont été présentés aux chefs d'État. La première, elle concerne le programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Et la décision prise par les chefs d'État invite les États à accélérer les réformes structurelles qui ont déjà été amorcées pour certaines depuis 2016, mais qui ont été renforcées en 2019 et en début 2025, après le dernier sommet extraordinaire de décembre 2024. Il y a eu des décisions qui se rapportent aussi au programme d'amélioration du fonctionnement des institutions de la CEMAC. Sur le plan de la situation financière de la communauté, qui est également une préoccupation, les chefs d'État ont encouragé et exhorté les États à mettre en œuvre très très rapidement le dispositif qui est prévu et qu'ils ont déjà adopté eux-mêmes, qui consiste à instaurer un mécanisme automatique de recouvrement de la taxe communautaire d'intégration. C'est vrai que pour le commun des mortels, le commun des concitoyens communautaires, il est parfois un peu difficile d'apprécier la portée des décisions qui sont prises au niveau donc, des conférences des chefs d'État. Mais je peux vous assurer que c'est à travers notamment les très hautes directives et les très hautes instructions que les chefs d'État donnent qu'il est implémenté un certain nombre de dispositifs qui permettent de renforcer notre intégration. Dans le cadre de cette conférence en particulier, même s'il n'y a pas eu de mesures spécifiques, je tiens simplement à relever que les instructions données viennent consolider les instructions déjà précédemment indiquées par les chefs d'État pour poursuivre l'ensemble des réformes qui ont été engagées, notamment sur le plan économique et financier, mais également pour la mise en œuvre donc, de la stratégie d'import-substitution des produits du cru et également toutes les autres réformes qui impactent fortement les volets relatifs à l'intégration de nos pays. L'instance qui vient de se tenir, la conférence ordinaire, ce n'était pas une conférence extraordinaire, une conférence ordinaire, n'avait pas forcément pour vocation donc, de s'exprimer sur ces questions de sécurité. Mais il est clair que dans un environnement sous-régional qui est un peu marqué toujours par une forme d'insécurité au niveau de nos frontières terrestres, au Tchad notamment, il y a une forme de solidarité qui s'exprime par les autres États pour que le Tchad puisse continuer à assurer un peu son rôle également de gendarme de la sous-région, d'assurer donc l'intégrité du territoire, mais également de pouvoir, en cas de besoin, comme cela s'est déjà vu, apporter son soutien à des pays qui pourraient être confrontés à des menaces, notamment des menaces terroristes, comme cela a été le cas il y a quelques années avec les incursions donc, du groupe Boko Haram, au Cameroun notamment et au Nigeria. La commission de la CEMAC ne peut que se réjouir de toutes les stratégies nationales qui sont mises en œuvre et qui viennent dans une certaine mesure renforcer également les mesures qui sont prises déjà et les stratégies qui sont élaborées au niveau de la commission pour renforcer l'intégration.
Je peux dire que sur ce plan en particulier, les projets intégrateurs qui sont en ce moment suivis dans le domaine des infrastructures, notamment la construction d'infrastructures pour désenclaver les pays, sont forcément en phase avec le plan national de développement qui sera présenté très bientôt. La commission de la CEMAC forcément trouvera, je dirais, des liens évidents avec ses propres stratégies et des actions qui sont déjà réalisées, et que tout cela donc, pourra se compléter utilement pour permettre que le Tchad demain, à travers donc, les actions prévues, puisse trouver au sein des autres pays de la CEMAC des débouchés ou bien des ouvertures requises, parce que le Tchad n'évolue pas tout seul. Il est important également que le plan national de développement donc, s'inscrive dans une dynamique un peu plus large, et c'est en cela que nous soutenons et que nous trouverons un intérêt particulier à apporter, si besoin en était, l'appui de la commission de la CEMAC à la République du Tchad. Après avoir décodé les grands enjeux régionaux avec notre invité dans Regard d'experts, cap maintenant sur le concret, ici en N'Djamena, dans Cuit de 12 chantiers, zoom sur un axe stratégique, l'avenue Ibrahim Abacha, hier synonyme de galère, aujourd'hui presque achevée. Cette voie stratégique illustre la volonté du chef de l'État de transformer les promesses en réalité. Naïm Ahmad Baba nous y amène, et c'est dans la rubrique Cuit de 12 chantiers. La route est une infrastructure vitale pour le développement d'un pays et par ricochet le quotidien d'une population. C'est fort de ces constats que le président de la République a inscrit cette question comme l'une des priorités dans son présent quinquennat. L'un des exemples concrets de cette politique est le bitumage de l'avenue Ibrahim Abacha. Cette voie qui va du rond-point communément appelé SNER à l'axe principal qui aboutit à la cimenterie de Lamadi. Elle relie donc la pénétrante nord à celle sud. C'est donc un axe d'une importance capitale qui est aujourd'hui en voie d'achèvement. C'est un projet qui fait 10 km en totalité et qui a des caractéristiques comme transversale. On a 2 fois 3 voies, donc c'est un peu large. Et chaque voie fait 12,5 mètres. Ce projet est constitué aussi d'assainissement. Il y a des caniveaux de part et d'autre qui ont des sections variables de 50 cm à 150 cm. Et c'est un projet qui est constitué aussi environ 10 ouvrages de franchissement, donc tout autour avec des différentes caractéristiques. C'est un peu des grands ouvrages de franchissement parce qu'on est vers la zone où toutes les eaux de la ville sont ruisselées et ça passe à travers ces ouvrages. Ce n'est pas seulement de la voirie urbaine, c'est aussi une voie de contournement. Donc si on quitte ici, on passe par rond-point Hamama, ce qui va amener jusqu'au pont double voie. Donc c'est l'axe qui permet de communiquer la sortie nord et la sortie sud. Une route non éclairée la nuit peut être source d'accidents. Mais à côté de ces risques se trouve également celui du banditisme. Car les habitants des quartiers périphériques de la ville qui sont confrontés à des coupures intempestives d'électricité font souvent l'objet d'agressions une fois la nuit tombée. Des dispositions ont donc été prises à l'effet de contrecarrer ces 2 risques. Éclairage public qui est en solaire, donc on aura des poteaux lampadaires à gauche, à droite et au milieu. Donc vu la largeur de cette chaussée, sa particularité, c'est pourquoi on a prévu quand même des lampadaires en rive et en terre centrale. Pour l'entreprise contractante, malgré la complexité de l'ouvrage et les différentes difficultés rencontrées sur le terrain, des instructions fermes ont été données par la hiérarchie pour le respect du cahier des charges. Nous travaillons en fonction du cahier des charges qui nous a été prescrit par le maître d'ouvrage. Les engins nécessaires pour la réalisation du projet sont prescrits dans le marché et ce sont ces engins qui sont mobilisés ici. En ce qui concerne les matériaux, également, nous avons un approvisionnement continu en matériaux et puis le délai de fin des travaux est prévu normalement pour le 16 décembre 2025. Nous avons doublé nos moyens ici sur place pour justement atteindre les objectifs fixés et terminés à temps parce que ce projet n'a que trop duré.
Comme a-t-on coutume de dire, la route du développement passe par le développement de la route. Cette assertion demeure un leitmotiv pour le chef de l'État, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Cette volonté politique a aujourd'hui permis de sortir la population riveraine de cette avenue, surnommée Chari-Bourdou-Bourdou, des difficultés auxquelles elle faisait face il y a quelques années. Il faut rappeler que chaque année, à l'approche ou pendant la saison des pluies, certains habitants se voient contraints de déménager de leur demeure. Une époque qui, désormais, sera un vieux souvenir. Les routes se construisent en N'Djamena, mais l'eau, elle, cherche toujours son passage. Après cuire de doux chantiers, cap sur une autre réalité de la capitale, l'évacuation des eaux pluviales, une capitale en cuvette, des bassins disparus, un exutoire obstrué. Chaque pluie devient une épreuve. Notre équipe a suivi la trajectoire des eaux et les blocages qui transforment la pluie en catastrophe. Reportage exclusif dans l'œil de l'équipe. N'Djamena, cœur battant du Tchad, est à la fois une capitale piégée par sa propre géographie et cité vulnérable. Construite dans une cuvette plate comme une assiette, elle vit chaque saison de pluie comme une épreuve. Ici, pas de pente naturelle pour évacuer les eaux. Chaque goutte tombée du ciel doit être pompée artificiellement et dirigée vers un unique exutoire. Et ce cordon ombilical naturel est aujourd'hui menacé, étouffé par l'urbanisation. Le visage de ce système de drainage, ce sont les canaux, mais surtout les bassins de rétention. Ces boucliers hydrologiques qui régulent et amortissent les crues disparaissent les uns après les autres, avalés par les constructions et le morcellement foncier. Dans la commune du 10e arrondissement, par exemple, principal réceptacle des eaux de pluie de la capitale, les bassins ont presque disparu, devenus la propriété des particuliers armés des titres d'occupation. Une véritable bombe à retardement hydrologique qui sacrifie la sécurité collective sur l'autel de l'urbanisation anarchique. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Asselek Halata, s'en défend. Il faut le dire, nous avons au ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat des agents véreux qui traficotent avec certains compatriotes pour pouvoir leur vendre des terrains qui soient sur des bassins ou qui soient sur des rues. Et ce qui complique à la longue ces problèmes d'évacuation d'eau, parce que les bassins n'étant pas fonctionnels, nous nous trouvons devant des problèmes d'inondation et des problèmes aujourd'hui conséquents pour la population. Il y a 15 ans, 20 ans ou 25 ans, nous avons plus d'une vingtaine de bassins. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 3 ou 4 bassins dans la ville de N'Djamena, et ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et donc, nous, c'est un problème qui nous tient à cœur et que nous voulons, de ce pas, faire tout pour qu'il y ait une multiplicité de bassins et que les problèmes vraiment d'évacuation d'eau puissent se faire de la manière la plus naturelle. Nous avons été instruits aussi par la hiérarchie à ce qu'on fasse déguerpir les personnes qui aujourd'hui occupent les emprises d'eau. Et c'est un phénomène où franchement nous y faisons face ici dans ce ministère avec toutes les réformes qu'on a eu à faire. Mais au-delà de la polémique administrative, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme car ces bassins, comme l'explique l'hydrogéologue Bakir Diki Bakaï, sont les poumons de la ville. Sans eux, impossible d'absorber les pluies diluviennes. Leur disparition, à l'entendre, signifie inondation à répétition et déséquilibre hydrologique. Les bassins de rétention constituent des poumons. Si au niveau de ces bassins, il y a un plan, disons, intégré de protection, d'assainissement, on peut non seulement retenir des volumes importants de l'eau et éviter alors par ricochet les inondations et maintenant leur trouver un chemin. Une ville aussi, elle respire à travers des espaces dégagés, des espaces ou bien des petites cours d'eau.
À défaut de respirer par ces espaces naturels, N'Djamena tente de survivre grâce à son cœur mécanique, c'est-à-dire la station de pompage de l'Amadi. C'est ici que les eaux collectées sont soulevées artificiellement pour rejoindre leur lit naturel, un bras du Logon, via le bassin versant de N'Djamena Fara. Il s'agit d'un véritable tour de contrôle expliqué par Mondingam Justice, chargé d'exploitation. La station est reliée d'abord directement à plusieurs quartiers. Là où nous avons le 9e arrondissement, les quartiers du 9e arrondissement. Nous avons également le 10e tout comme le 8e. Et il y a également le bassin de Angabo qui relève le niveau d'eau qui envoie dans ces canaux que vous voyez là. Et il y a également la station de Diguel. Elle est reliée également à cette canalisation-là. Donc, si nous ne mettons pas la station La Madi en marche, ça serait un réel problème, ça serait difficile. Donc, nous sommes obligés de le faire tourner à tout moment possible. Et lorsqu'on constate que le niveau d'eau est élevé, on augmente également la capacité également de relevage. Les eaux relevées à la sortie, ça prend d'abord cette canalisation, ça descend sous le pont Bélilé et il y a une légère pente qui est vers la sortie de la ville qui le permet également de se déverser dans le Logon. Mais le voyage de l'eau est loin d'être fluide. Le lit naturel qui mène vers N'Djamena Fara est aujourd'hui jalonné d'obstacles entre nombreux dallos mal conçus posés par la population riveraine, occupation anarchique, conteneurs de fortune, ouvrages provisoires devenus définitifs. Conséquence directe de cette situation, l'eau reflue vers la capitale, comme l'explique Gadengar Roasna Rodrigue, directeur de l'urbanisme, de l'aménagement et du transport urbain de la mairie de N'Djamena. Les obstacles que nous avons relevés, ce sont des ponts qui sont mal dimensionnés, mal conçus, qui sont à la fois des ponts traditionnels parce que c'est des ponts qui ont été posés par les populations riveraines. Et donc cela constitue énormément d'obstacles pour l'écoulement des eaux. Il y a également les occupations anarchiques. Les occupations anarchiques, vous allez constater tout le long du lit, du fleuve, qu'il y a des constructions qui sont en train d'être faites par les populations. Vous prenez par exemple là où nous sommes, vous avez le mur de construction qui est là. Et vous avez également un peu plus loin les habitations qui sont dans le lit du fleuve. Et ça, ce n'est pas normal. Cela ne peut pas faciliter l'écoulement des eaux. Parmi les exemples les plus criants, l'ancien pont du quartier Koukaï, il devrait être démoli par l'entreprise depuis 3 ans, remplacé par une structure moderne, mais faute d'action de l'État, il est toujours là, à 1 G de la station de l'Amadi, constituant le premier obstacle aux grandes dames du maire de la commune du 10e arrondissement, Mohamed Khalil Abdelkerim. Aujourd'hui, les stations de pompage travaillent sur les 6 pompes, tous les 6 pompes travaillent. L'eau est en train de pomper 24 heures sur 24. Mais malheureusement, quand on draine l'eau, ça fait le retour. Et ce qui fait que le N'Djamena est toujours inondé. Tant que le chemin naturel de l'eau sera barré, le problème des inondations restera insoluble, énonce l'expert Bakhid Djiki Bakaï. L'eau se trouve maintenant barrée, naturellement, elle est obligée de chercher un chemin. C'est maintenant en cherchant un chemin que ça crée tous les dégâts. Et parmi ces dégâts, on peut appeler inondation. La solution pour beaucoup d'experts passe par un triple impératif: stopper l'urbanisation anarchique, dégager les canaux naturels et adapter les infrastructures aux réalités hydrologiques du terrain, faute de quoi le pays continuera à gérer l'urgence année après année au prix fort pour l'État comme pour les citoyens. Du simple technicien au ministre, de l'ingénieur à l'élu, nous avons entendu ceux qui conçoivent et décident. Maintenant, que disent ceux qui vivent chaque jour la réalité, c'est-à-dire les citoyens? Nous vous proposons d'entendre maintenant leur vécu dans Élan. Les années surpassées, la mairie a un peu travaillé. Mais les 2 ans qui viennent de passer là, ils ne peuvent pas curer normalement les caniveaux. Donc l'eau retombe sur nous dans les quartiers. Le bassin est plein d'herbes et ça ne laisse pas couler l'eau. On peut curer les eaux là, c'est au mois de mai-juin. Mais ils ont laissé des bidons vides remplir les caniveaux et puis ça ne laisse pas passer l'eau. Le gouvernement, c'est nous tous. Donc nous, on plaide au niveau du gouvernement de venir à l'aide parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas sortir dehors. Ici, là, c'est dans mon lieu de travail.
Mais l'eau, là, tout ça a pris quelque chose. Même si c'est les clients, ils ont envie de venir aussi, là, ici, là, c'est bloqué. Donc, elles n'arrivent pas à venir. Donc, mes clients aussi sont disparus. Chose que comme ça, je vais avoir 500 ou bien 1000 francs comme ça à manger aussi, c'est pas facile. Tout ça, c'est rempli là avec l'eau. C'est pour ça que je voulais dire que ça, là, la maire du 7e, là, il va nous penser un peu. Quand il plaît, il n'y a pas de route qu'on fasse même, c'est difficile pour nous, surtout les vieillards qui n'ont pas de possibilité pour marcher là, c'est difficile pour eux. Donc je demande à notre cher président qu'il trouve une solution. Rester habité à côté de ce genre d'eau avec les saletés, nous vivons dans des conditions très précaires, de maladies. Tout le temps, les enfants tombent malades et c'est difficile. Mais nous lançons cet appel-là afin qu'on puisse, par exemple, purifier cette eau-là avec des produits pour nous permettre d'être un peu à l'aise. De Bangui aux avenues de N'Djamena, des grandes décisions régionales aux explications des experts, en passant par les vérités des citoyens, nous avons parcouru ensemble un chemin fait de défis, d'analyse et d'espérance. Merci à vous, fidèles auditeurs et téléspectateurs, d'avoir voyagé avec nous au cœur de l'actualité. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. À très vite ici même dans Écho du Palais Toumaï.